D'abord, je ne pus rien distinguer. Mais peu à peu, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité. Des détails de la salle m'apparurent. Des animaux étranges, des statues et de l'or. Partout l'éclat de l'or. C'est avec ces mots qu'Howard Carter décrit la plus grande découverte archéologique de notre histoire. Rien avant, ni après, n'a égalé la splendeur et la richesse de la tombe qu'il découvre en 1922 dans la vallée des rois en Égypte. Ces magnifiques objets remplissaient la tombe de Toutankhamon, un obscur pharaon de la 18e dynastie. Avant qu'Howard Carter ne mette à jour sa dernière demeure, on ne connaissait de Toutankhamon que quelques objets sans importance, entreposés dans des musées. Rien de semblable à ceci. Depuis novembre 1922, son nom est connu dans le monde entier. Toutankhamon est synonyme d'égyptologie. Il est également associé à une malédiction, selon laquelle quiconque violera sa sépulture mourra. Malheur aux pilleurs et aux archéologues qui dérangeraient le sommeil long de 3000 ans du pharaon Toutankhamon. Howard Carter était fasciné depuis longtemps par la vallée des rois. Une nécropole royale, taillée dans les flancs d'une vallée brûlée par le soleil, en Haute-Égypte, à 900 km du Caire, près de la petite ville de Luxor. Cette vallée était un cimetière discret pour certains des pharaons les plus connus du Nouvel Empire, qui dura de 1577 à 1085 avant notre ère. Pour protéger leurs dépouilles et les trésors ensevelis avec eux, les pharaons étaient enterrés dans des tombes creusées dans les rochers de la vallée, plutôt qu'au cœur de grandes pyramides de pierre. Les célèbres pyramides d'Égypte n'ont pas résisté longtemps à la convoitise des pilleurs de tombes. C'est en 1914 qu'Howard Carter commence ses fouilles dans la vallée, en collaboration avec George Herbert, le 5e comte de Carnarvon, un archéologue amateur qui effectue de fréquents séjours en Égypte depuis un accident de voiture qui l'a affaibli. Howard Carter est le directeur des fouilles de Lord Carnarvon. C'est un homme entêté, irritable, sans grande éducation. Sa première visite en Égypte date de 1892. La plupart des archéologues pensaient que la vallée des rois avait livré tous ses secrets. Mais Howard Carter était convaincu que certaines zones n'avaient pas été examinées systématiquement, car elles étaient recouvertes par les gravats des excavations précédentes. Howard Carter avait raison, mais il lui faut attendre novembre 1922 pour mettre à jour des marches creusées dans la roche et qui vont le mener à Toutankhamon. À la 12e marche, il découvre une porte scellée, cachée derrière les débris de cabanes construites pour abriter les ouvriers qui creusèrent la tombe de Ramsès VI. Sur la porte, il voit le sceau des nécropoles royales, Anubis, le dieu des morts et 9 captifs. Howard Carter rebouche soigneusement l'entrée qu'il a découverte. Puis, il envoie un télégramme à Lord Carnarvon, qui le rejoint le 24 novembre, accompagné de sa fille, Lady Evelyn Herbert. Les fouilles sont réouvertes, et Carter s'aperçoit que la porte au pied des marches a été ouverte et recellée. La tombe a-t-elle été pillée? La porte est retirée, ainsi qu'un entassement de pierres et de rochers placés là pour arrêter d'éventuels pilleurs. Au milieu des gravats, Carter découvre cette magnifique tête du jeune pharaon. Il s'enfonce dans un couloir menant à une deuxième porte fermée. Les mains tremblantes, il creuse un trou suffisamment grand dans la porte pour laisser filtrer un rayon de lumière.
Fou d'impatience, Lord Carnarvon l'interroge. « Vous voyez quelque chose ?» Après une pause qui semble durer une éternité, Carter répond « Oui, des merveilles. » Les trésors de la première salle ne sont que le prélude d'une longue série de découvertes. Tandis que Carter et son équipe s'enfoncent plus avant dans la tombe, au cours des saisons suivantes, des objets d'une grande beauté sont ramenés à la surface. Mais ce n'est qu'à l'automne 1925 qu'Howard Carter rencontre enfin le jeune pharaon. Le corps de Toutankhamon repose à l'intérieur de plusieurs cercueils richement décorés, telle une poupée russe enveloppée d'or et de bijoux. La tête, les épaules et le torse de la momie sont recouverts d'un masque en feuilles d'or. Une fois les bandelettes retirées, le visage de Toutankhamon apparaît enfin, 3000 ans après sa mort. L'examen scientifique de la momie permet de déterminer que le pharaon est mort à l'âge de 18 ou 20 ans. Le professeur Douglas Derry, qui examine le corps, remarque une petite croûte près de l'oreille du pharaon. La cause de sa mort reste un mystère, mais on n'écarte pas l'hypothèse du meurtre. Mais un autre mystère entoure également la série de décès qui frappa l'équipe participant aux fouilles. Un mauvais présage avait accompagné l'ouverture de la tombe. Devant la maison de Howard Carter, près de Luxor, un oiseau en cage s'était fait dévorer par un cobra, le serpent qui crache du feu sur les ennemis du pharaon. La nouvelle de cet accident se répandit rapidement dans la ville. Le cobra du roi mort avait-il vengé l'outrage fait à son maître? La première victime fut Lord Carnarvon, alors âgé de 57 ans. Il ne vécut pas suffisamment longtemps pour contempler le visage de Toutankhamon. Le 6 mars 1923, il fut piqué au visage, probablement par un moustique. Alors qu'il se rasait dans sa suite de l'hôtel Winter Palace à Luxor, il arracha la petite croûte qui s'était formée. Selon l'un de ses collègues, une mouche égyptienne, incroyablement dégoûtante, se posa sur la plaie et l'infecta. Carnarvon tomba malade, et il fut transporté au Caire, souffrant d'un empoisonnement du sang, aggravé d'une pneumonie. Lady Carnarvon arriva de Londres et se précipita à son chevet. Le monde retenait son souffle en attendant des nouvelles du célèbre archéologue. La romancière Mary Corelli lança un avertissement menaçant. Le châtiment le plus terrible menace tous ceux qui violent une sépulture. Peu de temps après, le 5 avril, Lord Carnarvon mourut. Au moment de sa mort, à l'aube du 5 avril, on raconte que toutes les lumières du Caire se sont éteintes. Ce fut le premier des événements sinistres qui accompagnèrent son trépas et alimentèrent les rumeurs sur la malédiction de Toutankhamon. À Highclere, le domaine de Lord Carnarvon, la chienne du comte poussa un terrible hurlement au moment de sa mort, puis s'écroula, morte elle aussi. La légende dit que la plaie infectée sur la joue de Lord Carnarvon était placée exactement au même endroit que la croûte sur le visage du pharaon. Arthur Weigel, un archéologue qui séjourna longuement en Égypte et qui était le correspondant du Daily Mail, avait raconté à Lord Carnarvon l'histoire d'un aristocrate qui l'avait précédé et avait rapporté une momie à Londres. Une série de tragédies s'ensuivit. L'aristocrate eut le bras arraché lors d'un accident de chasse. Sa maison brûla et sa maîtresse se noya. Lord Carnarvon était pourtant de bonne humeur lorsque l'équipe de Howard Carter pénétra pour la première fois dans la tombe de Toutankhamon. Arthur Weigel fit alors remarquer « S'il descend dans la tombe avec une pareille attitude, je ne lui donne pas 6 mois à vivre. » Arthur Weigel avait peut-être voulu plaisanter, mais sa prédiction s'avéra exacte. Lord Carnarvon est mort 6 mois après avoir photographié Howard Carter alors que celui-ci remontait les premiers trésors.
Alors même qu'il luttait pour sa vie, les journaux parlaient déjà de la malédiction des pharaons. Mais la mort de Carnarvon est-elle si mystérieuse? Sa santé avait toujours été chancelante, et il avait été affaibli par l'excitation de la découverte de la tombe. Pourtant, le haut-commissaire anglais au Caire, le maréchal Allenby, confirma que les lumières du Caire s'étaient bien éteintes au moment de sa mort. Lord Allenby interrogea l'ingénieur responsable de l'alimentation en électricité de la ville, mais celui-ci ne put lui fournir aucune explication satisfaisante. Arthur Weigel, qui fut le premier à lancer l'idée d'une malédiction, n'était pas un ami de Carnarvon ni de Carter, et il désapprouvait leur méthode. Et il leur en voulait parce que Carnarvon avait donné au Times l'exclusivité de l'histoire de la tombe de Toutankhamon. Arthur Weigel, qui travaillait pour le Daily Mail, était l'un des nombreux journalistes déçus qui tentaient de briser l'embargo du Times. Son avertissement sinistre découlait certainement autant de sa frustration que d'une croyance en une ancienne malédiction. Pourtant, l'image populaire de l'ancienne Égypte encourageait le public à croire que la mort de Lord Carnarvon n'était pas due qu'à une simple piqûre de moustique. Cette civilisation lointaine et étrange évoquait des pouvoirs maléfiques et surnaturels. À la fin du XIXe siècle, les archéologues n'étaient plus les seuls à s'intéresser à l'Égypte, que visitait désormais un nouveau type de riches touristes. Dès lors, toutes les morts rattachées de près ou de loin à la découverte de la tombe de Toutankhamon furent considérées comme le fruit de la malédiction des pharaons. Et la liste est longue. En septembre 1923, le jeune frère de Lord Carnarvon, Aubrey Herbert, mourut des suites d'une opération dentaire. Le prince Ali Kamal Fahmy Bey, l'un des premiers à visiter la tombe, fut assassiné par sa femme à l'hôtel Savoy de Londres. Le secrétaire de Lord Carnarvon, Richard Bettle, succomba subitement à une thrombose coronaire. Son père, Lord Westbury, se suicida en sautant de son appartement situé au 7e étage d'un immeuble de Londres. Lors de son enterrement, le corbillard s'emballa et un enfant fut écrasé. Arthur Mace, du Metropolitan Museum de New York, travaillait avec Howard Carter et il avait assisté à l'ouverture du cercueil de Toutankhamon. Sa santé se détériora et il mourut en 1929. Arthur Weigel ne manqua pas de rappeler à ses lecteurs du Daily Mail que des événements très étranges étaient survenus, tous liés aux fouilles de Luxor. Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, était convaincu de la véracité de cette malédiction. Arthur Weigel connaissait très bien les légendes qui entouraient les dieux de l'ancienne Égypte et le pouvoir qu'elles pouvaient exercer sur une imagination fertile. Dans les années précédant la Première Guerre mondiale, Weigel s'était lié d'amitié avec un artiste américain, Joey Lyndon Smith, qui passa sa vie à reproduire fidèlement les peintures découvertes dans les tombes et les temples de la vallée des rois. Smith était fasciné par Akhénaton, le pharaon hérétique qui avait tenté de remplacer le culte du dieu Amon-Ra par une nouvelle religion basée sur l'adoration du soleil. Le sanctuaire des prêtres d'Amon-Ra se trouvait au grand temple de Karnak, près de Luxor. Après la mort d'Akhénaton, ils se vengèrent et n'eurent de cesse de faire disparaître toute trace de son existence. Ils effacèrent son nom de l'histoire officielle et ils le condamnèrent à errer sans repos pendant toute l'éternité. Pendant l'hiver 1907, Smith décida de mettre fin à cette malédiction. Il demanda à Weigel de l'aider dans cette mission. Ils écrivirent une pièce qu'ils voulaient faire jouer dans un amphithéâtre naturel qu'ils avaient découvert dans la vallée des Reines. Corinna, la femme de Smith, devait jouer Akhénaton le maudit, et Hortense, la femme de Weigel, avait également un rôle. Le projet semblait amusant, mais la pièce ne fut jamais jouée. Le 23 janvier 1908, Weigel, Smith et leur femme se réunirent dans l'amphithéâtre pour une répétition. À l'évocation des noms des anciens dieux,
un violent orage éclata, mettant en fuite les serviteurs. Et ce n'était pas tout. Cette nuit-là, Corinna ressentit une violente douleur derrière les yeux, et Hortense souffrit de terribles crampes d'estomac. Amon-Ra leur rendit visite en rêve, touchant de son fouet rituel le siège de leur douleur. Elles furent transportées à l'hôpital, où Corinna fut soignée pour un grave trachome. Hortense subit une opération à laquelle elle faillit ne pas survivre. Les dieux avaient-ils décidé de donner une leçon à ces arrogants mortels, ou cette tragédie n'était-elle qu'une coïncidence? Corinna se plaignait depuis quelque temps déjà de douleurs oculaires, et Hortense commençait une grossesse difficile. Mais Weigel s'empara de ce drame. Comme tous les égyptologues, même amateurs, ils connaissaient les précautions prises par les prêtres pour protéger le sommeil éternel des pharaons. L'Ankh était le signe même de la vie. Anubis, le dieu à tête de chacal, le gardien des morts au panthéon de l'ancienne Égypte, montait la garde à la porte de la tombe du jeune pharaon. L'une des sentinelles de la chambre funéraire était la déesse Nephthys. Ses ailes déployées protégeaient Toutankhamon. Des formules sacrées recommandaient aux dieux de veiller sur le pharaon mort. Des centaines de statuettes, toutes représentant Toutankhamon, se tenaient prêtes à le remplacer pour accomplir les tâches confiées par les dieux. Le pharaon avait aussi une protection personnelle. Ce poignard fut découvert au milieu des bandelettes de gaz qui entouraient la momie. Dans l'au-delà, Toutankhamon était représenté comme un guerrier. Il n'avait jamais tiré la moindre flèche, mais sur les murs de sa tombe, il devint le héros de nombreux faits d'armes. Le pharaon mort pouvait-il encore abattre ses ennemis? En 1934, Arthur Winlock, un égyptologue américain, réfuta cette théorie. Il fit observer que parmi les 26 personnes qui avaient assisté à l'ouverture de la tombe, 6 étaient mortes au cours des 10 années suivantes. Parmi les 22 témoins de l'ouverture du sarcophage, seuls 2 étaient décédés. Quant aux 10 personnes présentes lors du déroulement des bandelettes, elles étaient toujours vivantes. Howard Carter aurait dû être la première victime de la colère du pharaon, mais il mourut de la maladie de Hodgkinson en 1939, à l'âge de 64 ans. La maladie d'Hodgkinson est certes rare, et on raconte que Carter est mort seul, mais il est difficile d'attribuer cette mort, 17 ans plus tard, à la malédiction du pharaon. Harry Burton, l'homme qui avait photographié la tombe et ses trésors, mourut en 1940. Lady Evelyn Herbert, la fille de Lord Carnarvon, et l'une des premières à descendre dans la tombe, vécut jusqu'en 1980. Le professeur Derry, qui avait autopsié la momie, est mort à l'âge de 87 ans. La malédiction choisissait étrangement ses victimes. Nombreuses sont les explications pseudo-scientifiques de la malédiction des pharaons. Le journaliste Philippe Vandenberg suggéra que les tombes des pharaons offraient des conditions de reproduction idéales pour de nombreuses bactéries, qui au cours des siècles avaient pu développer des espèces mortelles et inconnues, prêtes à frapper les archéologues sans méfiance. Les Égyptiens étaient passés maîtres dans l'art des poisons. Ils connaissaient des substances qui pouvaient tuer sans être avalées, mais en traversant la peau. Les peintures murales auraient pu être traitées avec ces substances avant que ne soit refermée la porte des tombeaux. Les pilleurs creusaient toujours un petit trou dans une paroi avant de pénétrer dans une tombe afin de l'aérer. Howard Carter fit de même, et il jugea que le tombeau de Toutankhamon était sans danger. Une autre théorie, avancée à la fin des années 40, suggère que les anciens Égyptiens protégeaient leurs lieux saints avec des pierres radioactives et qu'ils recouvraient le sol d'uranium. Mais au-delà de tout fondement scientifique,
la malédiction des pharaons exerçait un étrange pouvoir de fascination. Et les limites furent sans doute atteintes lorsqu'on lui attribua le pire désastre de l'histoire de la marine, le drame du Titanic qui causa la mort de 1500 personnes en 1912. Ceux qui prêtent foi à la malédiction des pharaons sont convaincus que la présence à bord d'une momie est à l'origine de cette tragédie. C'était le corps d'une prophétesse qui avait vécu pendant le règne du beau-père de Toutankhamon, Akhenaton. Un ornement découvert près de la momie portait cette prophétie. « Réveillez-vous de votre rêve et vous triompherez de tous vos ennemis. » Une seule chose est certaine, la découverte sensationnelle d'Howard Carter enflamma l'imagination populaire. Toujours à l'affût de sensations fortes, Hollywood s'empara de la malédiction des pharaons. En 1932, les studios Universal produisirent La Momie, un film d'horreur avec Boris Karloff. Ce fut le premier d'une longue série de films de momies. Quand les trésors sans prix de la tombe de Toutankhamon voyagèrent à travers le monde, le public qui faisait la queue pour les admirer n'ignorait rien de la légende des pharaons. 3000 ans après sa mort, Toutankhamon attire encore les foules. Les objets qui l'ont accompagné dans l'au-delà nous font voyager dans le temps et nous fascinent, tout comme il l'avait fait pour Howard Carter et Lord Carnarvon, 70 ans auparavant. Leur beauté fait taire même l'observateur le plus sceptique. En 1972, le masque funéraire de Toutankhamon fut envoyé au British Museum de Londres pour célébrer le 50e anniversaire de la découverte de Carter. La précieuse cargaison arriva sans encombre et fut soigneusement déballée. La tension était aussi grande qu'en 1925. Gamal Merez, le directeur des antiquités du musée du Caire, était responsable du transport du masque de Toutankhamon. À 52 ans, il était la preuve vivante que la malédiction n'était qu'une légende. Pourtant, le jour du départ pour l'Europe, il mourut d'une crise cardiaque. La mort de Gamal Merez fut la dernière d'une longue série de disparitions liées à Toutankhamon. Ceux qui croyaient à cette malédiction y virent une preuve de plus du danger qu'il y a à manipuler les momies et les objets qui les accompagnent dans l'au-delà. Alors, Howard Carter et Lord Carnarvon furent-ils vraiment victimes d'une malédiction? Carnarvon mourut avant même que les bandelettes qui recouvraient le visage du pharaon ne soient retirées. Howard Carter, qui lui s'était toujours moqué de cette légende, survécut 17 ans à l'ouverture de la tombe. Quant à Arthur Weigel, il mourut en Égypte d'une fièvre, ce qui n'avait rien de mystérieux. Pourtant, sa mort lui valut l'honneur d'être la 21e victime du jeune pharaon. Toutankhamon fut enterré il y a 3000 ans. Il faudra peut-être encore 3000 ans avant d'enterrer la légende de sa malédiction.